nous serons deux. La semaine dernière, ou il y a une dizaine de jours, je faisais une réunion chez l'habitant à la Tour de Mar. Et il y avait deux jeunes filles, deux jeunes lycéennes, qui m'ont dit, deux jeunes en terminale, qui m'ont dit « Nous n'avons qu'une hâte, c'est d'avoir notre bac pour quitter la France. » Deux jeunes filles, deux futures mères, qui n'ont qu'une envie, c'est quitter le pays. Un très grand nombre d'entre vous venez d'autres régions, vous êtes venus vous installer à Fréjus parce qu'il y faisait bon vivre, parce que ça représentait un rêve, parce que ça représentait un idéal de venir s'installer ici. Aujourd'hui, les jeunes générations veulent quitter la ville, veulent quitter le pays. Un pays dont vous entendez tous les jours que les investisseurs le délaissent, eh bien pire, nos jeunes veulent l'abandonner. On a chaque année à peu près 200 000 immigrants. Nous avons eu cette année, première fois, 230 000 émigrants. Et si nous avons perdu 80 000 ou 90 000 personnes à cause d'une raison fiscale, d'une exode financière, ça veut dire que nous avons perdu 110 ou 130 000 personnes jeunes qui sont partis faire leurs études ailleurs ou chercher du travail ailleurs. La dernière fois que notre pays a perdu autant de jeunes en une année, c'était lors de la dernière guerre. Alors vous allez comprendre que ce que je vais vous dire ce soir, c'est très loin de la préoccupation de tous les autres candidats qui s'insultent par téléphone, par presse interposée, qui se battent pour garder un précaré. Moi, je veux juste vous parler d'une autre vision de la vie politique, de notre société, une autre vision pour l'avenir de Fréjus. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être là. Merci d'avoir pris du temps sur votre soirée pour venir un peu écouter de la démocratie, venir écouter une autre voix, venir éclairer votre choix que vous aurez à matérialiser le 23 mars prochain et le 30 mars prochain. Merci à mes amis qui m'aident à chacune des réunions pour organiser une salle qui soit la plus digne possible pour vous accueillir dans cet exercice de démocratie. Merci à ceux qui se battent au quotidien avec moi et qui m'aident à faire progresser nos idées, qui passent des nuits entières pour alimenter les blogs et tous les mécanismes sociaux que nous mettons en place pour développer nos idées, pour faire en sorte qu'elles soient connues. Ceux qui mettent en ligne les vidéos, vous avez un catalogue et un menu qui était sur les sièges sur lesquels vous êtes posés, parce qu'il me sera impossible de vous dérouler tous les points de détail de mon programme, puisque depuis le 1er septembre, j'anime une réunion hebdomadaire dans ma permanence le jeudi, au cours de laquelle j'aborde un seul sujet, des nombreux sujets qui concernent notre ville. Et nous en sommes déjà à une vingtaine de réunions, une vingtaine de vidéos, qui durent chacune au moins 1 heure. Elles sont segmentées par dizaines de minutes pour qu'elles soient téléchargeables facilement, ce qui vous permettra de voir que notre programme, il ne tombe pas du ciel, il est bâti sur une vraie expérience de vie, une analyse et un partage avec les uns et les autres dans nos rencontres locales, et qui me permet de vous proposer une vraie vue d'ensemble et détaillée sur l'avenir de notre ville. Donc ces jeunes gens qui m'aident à alimenter ces réseaux sociaux. Merci aux élus qui me font l'amitié depuis plusieurs années de me faire confiance et l'amitié de me soutenir dans ce combat que j'ai entrepris tout seul contre des états-majors politiques qui n'aiment pas beaucoup qu'on vienne bouleverser la donne. Lisiane Bellamani, qui est élue, déléguée aux centres sociaux, qui accomplit son mandat dans le silence, dans la tranquillité, que beaucoup connaissent parce qu'elle est au travail, sans rien dire, discrètement. Gérald de Sokoja, pêcheur, c'est-à-dire que ce soir après notre réunion, il partira caler ses filets. Demain matin très tôt, il ira les relever. Vous aurez du poisson frais sur vos étals dans votre restaurant préféré. Et dans la journée, il ira s'occuper de ses délégations. Et puis le soir, il retournera caler ses filets. Merci aussi à Monique Bléterer, qui est élue et qui est déléguée aux personnes handicapées,
qui est caché dans la foule, comme toujours, parce que nos élus sont des élus comme vous, des gens normaux, qui ont leur journée de travail, leur vie, et qui accomplissent leur mandat dans la plus grande dignité, la plus grande humilité, et qui m'accompagnent donc dans ce combat pour une autre vision de notre ville. Merci aussi à Jennifer d'être là avec nous, qui va traduire une partie de mes propos, parce que c'est difficile, et parce que Jennifer a appris sur le tard ce langage que nous ne maîtrisons pas tous, qui n'est très peu pratiqué, malheureusement, dans notre ville, alors que beaucoup de gens sont concernés, et que lorsque vous êtes concerné, que vous ne pouvez pas vous exprimer normalement, et que vous allez dans notre mairie, personne ne peut vous entendre, personne ne peut vous aider. Jennifer, et on a beaucoup travaillé ensemble pour qu'elle puisse traduire le plus fidèlement possible mon propos, mais elle a appris, parce que son frère lui a appris, par la nécessité, à manipuler le langage des signes. Des gens qui vont vous proposer des tas de choses pour la ville, et des tas de combats pour garder leur précaré, il y en a plein, mais de ceux qui se soucient des autres, il n'y en a pas tant que ça. Et le 23 mars, vous allez devoir faire un choix sur l'avenir, soit poursuivre, tel que la ville a été conduite jusqu'à présent, par un camp ou par un autre, ou alors vous tournez vers ceux qui veulent vous proposer une autre vision, ou qui veulent faire de la ville un tremplin pour l'élection présidentielle, pour Marine Le Pen, pour François Fillon, pour l'UMP local, c'est le cas, pour François Hollande, pour se renouveler, puisque Madame Timéo est secrétaire nationale du Parti socialiste. Nous allons tout simplement vous parler de Fréjus, et de cette unité, de cette ville qui a été bâtie, très bien bâtie par les maires successifs. Il y a des erreurs qui ont été faites, mais il y a des superbes choses et de beaux équipements qui ont été faits. Et ce que nous vous proposons, c'est que maintenant, cette maison commune qui a été bâtie, nous la vivions ensemble. Alors comme je vous le disais, je ne vais pas aller dans le détail de tous les points de mon programme, parce qu'ils sont tellement nombreux que nous y serions jusqu'à demain matin, et vous aurez tout le loisir de me poser des questions à l'issue, qui vous permettra de juger sur ma réponse, si cela vous convient ou pas. En revanche, je vais vous présenter la philosophie, ma philosophie globale, que j'anime, que je présente depuis les élections législatives de 2007, et que j'ai renouvelée en 2012, et qui correspond au fond de mon combat politique. Je suis un libéral, et vous l'avez vu, si vous l'avez lu, vous le verrez si vous le lisez dans ma profession de foi, je suis pour l'économie, pour une dynamique commerciale et économique, parce que je veux mener la bataille de l'emploi, mais qu'on ne mène pas cette bataille en créant des emplois, on mène cette bataille en créant des conditions économiques qui, elles, génèrent des emplois. Et vous le retrouverez mot pour mot dans mon propos écrit, qui est de donner une chance à tous nos jeunes talents, d'émerger, à tous ceux qui peuvent être autonomes, de devenir autonomes. Notre société, notre pays a trop longtemps refusé la réussite, a trop souvent condamné les richesses générées par une réussite, en oubliant que ces richesses se redistribuaient et permettaient à d'autres de trouver du travail et d'équilibrer leur vie. Ces talents, ces personnes autonomes, c'est ce que j'appelle les locomotives. Notre société a besoin de locomotives. Nous devons les mettre sur les rails, parce qu'une locomotive, ça traîne des wagons, ça traîne des wagonnets, ça traîne quelques wagons, des fois ça traîne plusieurs trains. Des fois une locomotive, elle se meut toute seule, mais c'est déjà bien. Parce que lorsque toutes les locomotives sont sur les rails, lorsque tous ceux qui peuvent être autonomes sont dans la vie active, ça nous permet de nous retourner vers ceux qui sont restés sur le quai de la gare, et de regarder parmi ceux qui sont là, ceux qui pourraient devenir autonomes et les aider à y être, et ceux qui ont vraiment besoin de notre aide. Un nouveau-né ne peut pas s'en sortir tout seul. À l'autre bout de la vie, un aîné qui perd de son autonomie ne pourra pas s'en sortir tout seul. Il aura besoin de notre aide. Il aura besoin qu'on s'occupe de lui. Et entre les deux, il y a des gens qui souffrent d'une manière passagère ou d'une manière durable. C'est pour ça que mon libéralisme, vous l'avez compris, est extrêmement matiné, est extrêmement teinté d'humanisme. Les ultralibéraux disent qu'une collectivité doit se gérer comme une entreprise.
je m'inscris en faux par rapport à ça. Une collectivité doit se gérer comme une famille. Dans une entreprise, quand vous avez quelqu'un qui ne fait pas l'affaire, vous pouvez vous en séparer d'un commun accord, ou parfois c'est plus douloureux, c'est un licenciement, et en théorie, le marché du travail va réabsorber cette personne. Dans une famille, quand quelqu'un ne va pas, on s'en occupe, on ne le laisse pas dehors, on ne le jette pas. Le nourrisson, l'aîné qui perd de son autonomie, quelqu'un qui a un handicap, le reste de la famille, le reste de ceux qui sont valides, s'en occupent. Quand j'étais directeur de cabinet de cette ville, j'avais une dame qui venait me voir, qui avait créé une association qui s'appelait Parcours 83. Cette dame, cette maman, avait une enfant handicapée, et elle avait réuni tous les parents d'enfants handicapés de tout l'Est-Var, de la Dracénie jusqu'à Roquebrune, Fréjus, Fayence. Parce que le drame de ces personnes, vous le savez, c'est que nous n'assumons la scolarité des enfants handicapés que jusqu'à 12 ans. Terrible discrimination. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, mais pour un enfant handicapé, notre collectivité ne l'assure pas au-delà de 12 ans. Et le problème de ces mamans, c'était que faire de ces enfants après 12 ans? Et surtout, que faire au fur et à mesure de la vie? Cette détresse de ces parents qui disent qu'un jour ils vont partir, ils vont laisser un enfant devenu adulte, handicapé. Et que notre société, notre collectivité, notre ville, laisse un vide, une case vide, qui n'est remplie que par la souffrance de ces mères, de ces parents. Et donc vous comprenez que même si on est un libéral comme moi, et qu'on va tout faire pour mener la bataille de l'emploi, tout faire pour que les commerces puissent vivre à plein pot, pour qu'ils puissent générer des flux commerciaux, pour qu'ils puissent embaucher du personnel, pour qu'ils puissent créer une animation touristique qui va faire venir d'autres personnes. Et vous comprenez aussi pourquoi, sur certains investissements, j'ai préféré, je l'ai dit, et je le répète, au-delà de ce qui sortira dans la presse dans les jours qui viennent, je préfère mettre énormément d'argent pour sauvegarder un quartier comme La Palue, qui génère déjà 1500 emplois, et qui, grâce à nos travaux, pourrait en générer de nouveaux, plutôt que de construire un stade. C'est pas urgent. Ce manque dans notre population, tout le monde va le ressentir. Je partageais tout à l'heure sur les réseaux sociaux mon idée du jour, comme je le faisais, en assimilant notre jeunesse aux abeilles. Je disais que la jeunesse est aux villes ce que les abeilles sont à la campagne. Quand elles disparaissent, c'est toute la vie qui est menacée. Et là, c'est pareil. Parce que le fait que nos jeunes ne viennent plus à Fréjus, le fait que nos jeunes partent de Fréjus, même nos aînés qui sont là, risquent d'en subir les frais à un moment ou à un autre. S'ils quittent le pays, c'est une perte sèche pour le pays. L'équilibre des retraites, qui est déjà largement menacé, se retrouvera encore plus menacé. Le jour où vous avez besoin, et je ne vous le souhaite pas, d'une évacuation sanitaire, et que vous appelez, faites le 18 ou le 15, et qu'on met du temps à vous répondre, ou qu'on mette du temps à venir vous chercher, parce que la crise de vocation des pompiers volontaires, elle est vraie chez nous aussi. Elle est de tous les jours. Parce que ces jeunes qui, entre un salaire, tirent au lance-pierre quand vous êtes volontaire, c'est à la sortie que vous êtes payé. Et le coût du logement à Fréjus, vous n'en sortez pas. Aujourd'hui, au-delà de ceux qui montaient à la tribune, ceux que j'affrontais en 2007 et en 2012, qui montaient à la tribune lorsqu'ils étaient majoritaires pour dire les pompiers coûtent trop cher, et leur taper dessus chaque fois qu'ils avaient à présenter le budget. Je ne reviendrai pas là-dessus, je ne m'étalerai pas, je ne suis pas là pour critiquer, ni pour refaire une législative. Mais cette crise du volontariat, vous risquez de la subir le jour où vous en aurez besoin. Et lorsque vous arriverez à l'hôpital, et je ne vous le souhaite pas, mais lorsque vous arriverez à l'hôpital, là à nouveau, vous attendrez. Vous verrez le manque crucial de personnel soignant. Pas seulement les aides-soignantes, pas seulement les infirmières, mais aussi dans le personnel médical. Mais quand on a fait le choix de payer un joueur de foot 3 fois le salaire d'un médecin en milieu hospitalier, on ne se plaint pas après, quand on arrive à ce résultat. Il faut que vous en soyez conscient. Moi, je le suis, et c'est pour ça que dans mes propos, j'affirme une différence par rapport aux autres. C'est la raison pour laquelle nous devons à tout prix, et nous sommes tous concernés, par cette nécessité de combler ce déséquilibre que nous avons engendré par le résultat de nos votes successifs tout au cours des décennies qui ont précédé. Chaque fois que nous avons voté, chaque fois que nous avons maintenu des équipes qui ne pensaient qu'à leur propre intérêt, nous avons sacrifié une jeunesse, nous avons sacrifié
la qualité de notre vie à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, nous devons rééquilibrer cette société et la rendre harmonieuse. Et c'est là où je me différencie de tous les autres candidats, puisque chacun mène son combat pour son étiquette politique. Chacun voudrait voir la ville comme la France du point de vue de son parti. Moi, je la vois comme quelqu'un qui souhaite être le maire de tous les Fréjusiens. De faire en sorte de profiter de cet héritage que nous lèguent les sortants, tous les sortants, avec les bons côtés, les côtés moins heureux, des beaux équipements, ils coûtent cher, il y a une dette, c'est pas grave. Je préfère qu'on ait recouru aux emprunts plutôt qu'à l'impôt pour financer des écoles. Et nous devons faire vivre cette ville, nous devons faire vivre ces équipements d'une manière harmonieuse. Et c'est ce que nous allons faire. Et c'est ce que je vous propose. C'est de bâtir une ville qui soit exemplaire, c'est de bâtir une ville qui soit citoyenne, et c'est de bâtir une ville qui soit humaine. Une ville exemplaire, c'est une ville dans laquelle ceux qui décident, ceux qui au dernier moment tranchent, ceux qui au dernier moment rendent un arbitrage sur plusieurs positions qui leur sont proposées, comme ici à la Tour de Mare. Est-ce qu'on révise tous les ralentisseurs? Est-ce qu'on les fait aux normes? Est-ce qu'on enlève des ralentisseurs ou est-ce qu'on les laisse? Parce que quand il n'y a pas de ralentisseur, les gens roulent vite. Mais quand on met le ralentisseur, il n'est pas aux normes et les voisins qui sont de part et d'autre de ce ralentisseur subissent un dommage à chaque instant que passe une voiture. Il y a un arbitrage qui doit être rendu. Lorsque ceux qui rendent cet arbitrage ont prêté le flanc à quelque critique que ce soit, ça devient difficile. Et c'est du n'importe quoi. Quand on écoute quelqu'un, la dernière personne qui vient de parler, alors qu'on a un comité de quartier qui est constitué et qui vous écrit, qui vous pose des questions par écrit, il convient de leur apporter des réponses et d'être crédible dans ces réponses. Personnellement, j'ai été directeur de cabinet pendant 10 ans dans cette ville. Je n'ai pas encore entendu dans la campagne une critique sur cette période où j'ai exercé mes fonctions. Ni sur la probité, ni sur l'efficacité, ni sur la façon d'aborder mes relations avec le personnel communal. Je n'étais pas fonctionnaire, j'étais contractuel. Et pourtant, j'ai eu des délégations et régulièrement on me raccrochait des services à ma direction parce que les gens aimaient travailler avec moi, parce que je savais créer un esprit d'équipe, ce même esprit d'équipe qui anime tous ceux qui sont avec moi et qui se battent avec moi dans ce combat. Parce que c'est ça, manager une équipe, c'est ça, administrer une ville comme la nôtre de 52 000 habitants et de 1100 employés. C'est être capable de mettre tout le monde dans un sens de marche, mais avec la volonté d'y arriver. Pas la persécution, pas l'engueulade au bout d'un téléphone, ou pas l'humiliation devant d'autres personnes. Non, non, c'est manager, c'est gérer des équipes, c'est montrer l'exemple. Napoléon, excusez-moi la comparaison, mais quand il menait ses batailles et s'il était suivi par ses hommes, c'est parce qu'il partait sabre au clair et qu'il traversait seul le pont d'Arcole et tous les combats. Il a toujours été en tête et les hommes le suivaient. Il n'était pas là en disant oui, oui, allez faire ceci, allez faire cela. Et lorsqu'il avait des généraux, il parlait aux généraux qui s'adressaient aux commandants d'unité, qui s'adressaient aux troupes. Il ne s'adressait pas en direct, il menait sa bataille. Nous devons donc être exemplaires et reprendre la gestion de cette ville dans la gestion de son personnel et dans l'exemplarité de ceux qui sont des élus. Si j'ai demandé aux 3 élus qui sont là de m'accompagner dans ce combat, c'est parce qu'ils sont rentrés pauvres en mairie et qu'ils en sortent pauvres. Pas d'enrichissement personnel, rien. Moi, à titre personnel, vous n'entendrez jamais que j'ai fait quelque chose pour quelqu'un de ma famille. Ils sont interdits de séjour ici. Même Marie-Dominique Germain-Sirmin, qui était élue à la culture et qui avait déjà démissionné, était venue un jour dans mon bureau en me disant « Mais tu es un fils indigne ». Je dis « Ah bon, tu le sais ?» J'ai dit « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Mais tu as interdit à ta mère d'accéder à la bibliothèque, parce que ma mère a écrit 2 livres. Et j'ai dit, tu peux aller les présenter dans toutes les communes que tu veux, tu viens pas à Fréjus. Ou t'attendras que je n'y sois plus. Que je n'y sois plus, pardon. Chose faite. Même mon frère qui est avocat et qui est inscrit au barreau de Draguignan, quand il a une affaire à plaider sur le secteur, il m'appelle pour savoir si ça le gêne pas. Voilà. Et dans les critiques de mes adversaires, vous entendrez il peut pas y arriver, il n'a pas de parti politique derrière lui, etc. Il va se raccrocher à une autre liste. Rassurez-vous, hein. Je suis monté sur les tréteaux en 2007 pour m'affronter à M. Ginesta, où du haut de la tribune du Palais des Congrès, pendant 3 quarts d'heure, il expliquait que plus jamais je travaillerai de ma vie, plus jamais je vivrai ici, que je ne traverserai pas en dehors des clous. J'ai récidivé en 2012 juste pour leur montrer que j'étais encore vivant et bien là, et que les 2000 voix que j'avais faites, je les faisais à nouveau, que c'était vraiment des gens qui suivaient mon éthique et mon idée,
et probablement l'objectif, et que si j'ai fait ça, et si j'en ai reçu à ce point-là, c'est pas pour me coucher. Hein. Je serai là le soir du premier tour, et tellement bien là, et parce que vous allez nous aider, nous serons là au deuxième tour. Et nous allons gagner au deuxième tour. Et grâce à vous, c'est possible. Cette exemplarité, elle doit se retrouver dans tous les dossiers que nous allons gérer. Tous les investissements que nous allons faire. Fini les investissements qui vont générer du fonctionnement. Nous allons faire des investissements qui vont générer de l'activité économique. De cette activité économique vont naître des richesses pour tout le pays, des richesses pour tout notre bassin d'emploi, des richesses pour notre ville. Parce que de ces richesses, c'est du travail. Un travail, c'est un logement et c'est un équilibre de vie. Je le dis, je l'écris, j'ai au premier rang une commerçante de Port-Fréjus. Je m'oppose à certains habitants de Port-Fréjus qui veulent rester tranquilles. Je leur dis, mais désolé, je vais donner la priorité au commerce. Parce que de ces commerces naît une occupation et une activité pour le ou les commerçants qui exploitent leur affaire, des emplois saisonniers ou durables, une activité pour nos touristes qui reprendront notre destination et qui vont nous amener leur richesse. Nous en avons besoin. Le pays entier en a besoin. Nous sommes dans une situation financière au niveau de l'État que nous ne pouvons pas nous passer de la manne généreuse de ceux qui viennent nous rendre visite. Nous n'avons pas le droit. Nous avons besoin de créer de la richesse. Le Var est une des premières destinations touristiques de France. La France est une des premières destinations touristiques du monde. Nous n'avons pas le droit de laisser mourir cet outil économique que nous avons. Nous avons notre part de contribution dans le PIB national. Et nous devons l'assumer. C'est de notre devoir. La question ne se pose même plus. Nous devons le faire. Donc, exemplarité dans nos choix. Faire en sorte que cela favorise à l'économie, à l'emploi, parce que de cela en découle la vie, la qualité de notre vie. Je veux aussi bâtir une ville qui soit citoyenne. Cette citoyenneté va revêtir deux aspects. Celui de la collectivité, ce que nous vous devons, la sécurité des biens et la sécurité des personnes. Et là encore, dans mon programme, vous verrez un détail fouillé sur ce que nous allons faire, mais avec deux grands axes. Le premier, c'est le renfort des conditions matérielles de nos personnels de police municipale, parce que dans les années qui viennent, la police municipale va devoir prendre le relais de la police nationale sur tout ce qui appartient aujourd'hui au corps urbain. Et à nous de faire les bons choix maintenant et de faire les investissements en ayant cette vision à moyen ou long terme, parce que la bascule se fera. Deuxième équipement, c'est la vidéoprotection. Nos voisins de Saint-Raphaël et les élus qui veulent nous imposer sont contre la vidéoprotection. Je l'ai dit, à titre personnel, j'y suis favorable. Non seulement au renforcement de la vidéoprotection dans tous les quartiers, sur le port, en faisant bien attention de ne pas toucher aux espaces privatifs comme les pannes, mais pour éviter que se propage une délinquance importée des autres villes. Aujourd'hui, nous sommes encore relativement à l'abri. Mais pour combien de temps encore? Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, sur le port. Ça devait être vendredi ou jeudi, au petit matin. Des voyous qui attendaient une commerçante, qui attendaient qu'elle rentre dans sa boutique, qui sont rentrés et qui lui ont tout pris. Heureusement que la BAC n'était pas loin. Et je sais que dans la salle, il y a des policiers municipaux et nationaux. Et s'il vous plaît, vous transmettrez à nos respectables amis de la police nationale toute l'admiration que nous avons pour l'intervention qu'ils ont faite jeudi ou vendredi, où ils ont pu tout de suite rattraper les assaillants et rattraper les effets personnels de cette commerçante, cette fille seule sur le port. Et quand certains me reprochent dans mon document sur la sécurité, que nous avons d'abord diffusé pendant l'été sous forme de petits flyers et que vous avez dans le programme, où je dis que je veux sécuriser les personnels féminins seuls au moment de rentrée et sortie du travail le matin ou le soir, et notamment dans les commerces. Parce que ces femmes seules qui viennent avec une caisse le matin ou qui le soir repartent avec une caisse sont des personnes vulnérables. Il n'y a pas de sexisme quand je parle de cette vulnérabilité. C'est cette fragilité naturelle que nous connaissons. Et face à 3 assaillants, cette pauvre commerçante ne pouvait rien faire d'autre. Si nous avons des moyens, et la police municipale et nationale coopérant, mais si en plus nous avons un renfort de vidéosurveillance, vous imaginez qu'une telle agression qui, heureusement,
n'a pas eu de conséquences physiques désastreuses, peut-être morales pour celle qui a été attaquée. Mais si nous avions eu une vidéosurveillance, la vidéosurveillance, ça permet de voir qu'il y a 3 gars un peu patibulaires qui attendent devant un commerce. Ça permet de s'inquiéter et d'appeler le patrouille en disant vous devriez circuler, voir ce qui se passe. Je le dis souvent dans mes réunions, il y a une émission qui tourne, je ne sais plus si c'est Capital de M6 ou quelque chose d'autre, et qui nous diffuse un beau documentaire sur la police municipale de Nice et la vidéosurveillance, et où on voit justement les gars derrière leurs écrans de contrôle, voir ce qui se passe, qui se prépare dans la ville, et qui interviennent, qui envoient les équipages intervenir avant que le problème ne se pose. Voilà à quoi nous arriverons. Et dans un quartier comme la Tour de Mar, comme à Saint-Égulf, puisque nous avons des amis de Saint-Égulf qui sont là, nous mettrons des caméras aux axes principaux, à l'entrée des axes principaux. Je le disais à Saint-Jean-de-Cannes la semaine dernière lors de la réunion publique, c'est que si vous mettez dans un rond-point d'entrée de quartier, un rond-point stratégique, et vous voyez les rentrées-sorties des véhicules, avec des personnels qui sont habitués au quartier. Ils ont l'habitude de voir les véhicules habituels, puis ils voient aussi les espèces de camionnettes qui peuvent sortir et qui appartiennent à ces réseaux organisés, ce qu'on appelle aujourd'hui le vol industriel. Le vol industriel, ce n'est pas une industrie que l'on pille. Ce sont des gens qui viennent et qui vont faire 15-20 cambriolages dans une journée. C'est donc cette cadence infernale qui confère à leur forfait cette qualification d'industriel. Et donc grâce à un renforcement de la vidéosurveillance, je préfère vidéoprotection, pardonnez-moi, puisque surveillance donnerait l'impression de venir fouiller dans vos vies, mais ce n'est pas du tout le cas. La vidéoprotection montre bien que la vidéo est là pour protéger les gens, et non pas pour les surveiller. Et donc ce renfort cumulé à des renforts personnels et des renforts techniques, pour que nos gars puissent assumer leur mission, nous permettra d'éviter d'importer une délinquance connue des grandes villes, des grandes zones urbaines, et d'assurer une qualité de vie à Fréjus. Ça, c'est ce que la mairie, c'est ce que la ville vous devra à tous. Protection de vos biens, protection de vos personnes. En échange, il y a un deuxième volet, et j'aime bien l'échange, j'aime bien le deal, le trade. C'est-à-dire qu'on donne quelque chose, on reçoit quelque chose en retour. Et la collectivité a besoin de recevoir de chacun de nous beaucoup de civisme. L'incivisme, ce n'est pas toujours le fait de certains individus qui vont vous haranguer sur votre passage. Et là aussi, je le traite et je le dis clairement. Je pensais que ça ferait faire un peu plus de bruit, ce genre de propos, mais je l'assume. Quand je dis que je sais qu'à certains endroits, il y a des bandes un peu gênantes et qui haranguent les filles quand elles passent, qui haranguent certaines personnes et qui font un peu... Je cherche un autre mot que bordel, mais je ne l'ai pas trouvé, excusez-moi. Je sais où est-ce qu'ils sont, nous irons les voir, j'irai en tête, j'irai leur parler, je disloquerai les bandes, on n'aura plus de problème avec ça. Reste la part d'incivisme qui se fonde dans la masse. C'est toutes ces questions liées à la propreté de nos rues. Je parlais l'autre jour des déjections de chiens en centre-ville. Je veux dire, ça correspond à la qualité de notre vie de tous les jours, à la qualité de notre accueil des touristes. Et lorsqu'on a une rue piétonne, jonchée de commissions laissées par des animaux, c'est que derrière ces animaux, il y a des maîtres. Il y a des gens qui laissent leur animal, soit ils l'accompagnent, soit ils le laissent faire. Avec les moyens que nous avons aujourd'hui, nous serons impitoyables vis-à-vis de ça, nous ferons une chasse qui nous permettra en quelques mois de résoudre ces problèmes. Parce que d'abord c'est dégueulasse, et parce qu'ensuite ça génère un coût colossal pour notre collectivité. C'est des avenants et des avenants dans nos contrats qui nous font tous les jours mettre un peu plus la main à la poche à cause d'incivilité. Et donc là où nous serons capables de me livrer la bataille de l'emploi, là où nous serons capables d'essayer d'apporter la sécurité absolue sur les personnes et sur les biens, nous demanderons en retour à chacun des citoyens d'avoir un comportement civique. Un comportement civique sur la propreté, un comportement civique dans la façon de conduire, ne serait-ce que dans un quartier comme le vôtre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la question des dodanes qui gênent, la ville qui a le plus grand nombre de dodanes. Et on pourrait se passer de ces dodanes. Parce que finalement, avec un dodane, on sanctionne ceux qui habitent à côté, j'ai déjà dit, ceux qui roulent normalement, juste pour essayer de ralentir quelques personnes qui ne respectent pas la vitesse dans les quartiers. Là, il nous appartiendra de faire un choix, et lorsqu'on le fera, moi je suis favorable à enlever les dodanes et à mettre la police pour faire des contrôles, montrer notre sévérité d'une manière exemplaire dans ces contrôles, de manière à dissuader tous ceux qui voudraient derrière recommencer. Moi j'y suis prêt. Nous prendrons la décision ensemble, mais nous nous y tiendrons et nous saurons que nous avons chacun à donner et à apporter.
Au-delà de cette ville citoyenne, je vous l'ai dit, je veux que nous bâtissions une ville humaine. Une ville humaine, c'est une ville qui va chercher, qui va aller puiser dans la culture, le ciment, le lien qui est en train de disparaître au niveau de notre nation. Vous savez ce que c'est que la définition d'une nation? C'est le désir de vivre ensemble pour un peuple, un destin commun. On voit bien que dans notre pays, cette volonté commune de vivre un destin commun est en train de se déliter. Et il est de notre devoir de ressouder tout le monde. Et je voudrais le ressouder à travers la culture. C'est la raison pour laquelle, dans le programme, vous l'avez vu dans un flyer que nous avions distribué au cours de l'été, au cours des festivals, mais vous le retrouvez dans ce programme, ce volet culturel est extrêmement fourni. Nous avons la chance à Fréjus de bénéficier d'un patrimoine exceptionnel, d'un patrimoine romain, d'un patrimoine médiéval et d'un patrimoine moderne, je pense au théâtre, qui nous permettent d'assumer une exposition des diversités culturelles qui nous permettront à tous de mieux réfléchir sur ce que nous sommes, mieux réfléchir sur ce que sont les autres, nos différences. Et je veux aussi m'appuyer sur la richesse humaine de notre ville. Notre ville est multimillénaire, je l'ai dit, la romanité, le médiéval, mais nous avons aussi une tradition multiséculaire de camps militaires, qui fait que Fréjus est une ville qui s'est enrichie au fur et à mesure des siècles de cultures différentes, de cultures ultramarines. Nous avons des Mélanésiens, nous avons des Polynésiens, nous avons des Antillais, nous avons des Guyanais, nous avons des Malgaches, nous avons des gens venant de l'Afrique noire. Nous avons ces cultures qui vivent depuis plusieurs siècles sur Fréjus. Et si nous proposons à nos Polynésiens, par exemple, de venir animer le centre-ville de Fréjus ou le port de Fréjus l'été, avec des Vaïnais qui nous font des danses, si on propose aux Mélanésiens de venir nous conter leur culture océanienne, nous allons nous enrichir, nous allons comprendre que ces gens qui vivent avec nous, qui sont les nôtres, qui sont des Fréjusiens, ont un autre regard à nous donner sur nous-mêmes, sur eux, sur les autres, sur ceux qui nous entourent. Et voilà pourquoi, au-delà de cet humanisme dont je vous parlais en début de propos, qui consistait à dire que nous ne pouvons pas laisser de côté ceux qui ont besoin de notre aide, nous allons enrichir nos cœurs de cette culture. Voilà en quelques mots les grandes lignes de la philosophie de notre engagement, du mandat tel que nous le voyons. Je ne viendrai pas dans le détail puisque vous l'avez sous les yeux et vous allez me poser des questions et j'espère vous irez consulter nos vidéos et trouver les réponses aux questions que vous posez. Mais je voulais juste vous tenir ce propos pour vous permettre le 23 mars et le 30 mars d'avoir une réflexion éclairée sur ce que nous proposons et qui vous permettra au moment du choix de vous poser cette question. Qui allons-nous choisir pour être le maire de cette ville pour les 6 années qui viennent? Pour les 6 années qui viennent. À qui allons-nous donner les clés de la ville? Les clés de l'urbanisme, les clés des finances, les clés des affaires scolaires, les clés du tourisme, les clés des travaux, les clés de l'environnement, les clés du sport, les clés des affaires sociales, les clés des personnes handicapées, etc., etc. Un trousseau entier. À qui allons-nous confier cette responsabilité? Aux sortants? À des sortants qui, manquant de talent et de charisme, sont obligés de rentrer dans des barbouzeries pour se liquider entre eux? Ou alors des ambitieux comme moi, comme Madame Diméo, qui voudrait appliquer à Fréjus le programme de l'aile gauche du Parti socialiste auquel elle siège en tant que secrétaire national, ou le manque d'expérience au sympathique David Racheline, mais quand même à mon avis pas assez endurci par la vie pour gérer une ville de 52 000 habitants. Alors parmi ces choix, il y a le nôtre. Nous avons une permanence qui est ouverte à tout le monde. Nous avons des réunions toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Ce jeudi soir, j'animerai la réunion sur la bataille de l'emploi pour expliquer comment, avec les outils que nous avons, nous concourrons à cette bataille et nous gagnerons du terrain sur cette question de l'emploi. Nous avons
un blog, comme je vous l'ai dit, qui est mis à jour en permanence, sur lequel vous pouvez trouver tous les renseignements et vous pouvez aussi me poser des questions, comme ça a été le cas déjà en préambule de cette réunion par des personnes de la Tour de Mar, comme ça a été le cas la semaine dernière à Saint-Jean-de-Cannes. Vous avez toutes nos vidéos, il y a plus de 50 vidéos je crois qui ont été postées jusqu'à ce jour et sur 20 thématiques différentes qui vous permettent d'aller au fond des choses. Et il y a évidemment toutes ces réunions que nous refaisons, des réunions chez l'habitant. Chaque fois que vous le voulez, je me déplace, je viens, je réexplique et je réponds aux questions. Tout ça pour que le 23 mars et le 30 mars, nous puissions peut-être dire qu'il est possible de voir l'avenir différemment que le résultat auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Qu'il est possible, en mettant son bulletin dans l'urne, de changer les choses. Parce que cette élection municipale, c'est la seule élection à laquelle vous pouvez élire, voter pour quelqu'un, un homme, une équipe de femmes et d'hommes, par rapport à toutes les autres élections qui se jouent au niveau des partis politiques et des étiquettes politiques. Donc vous avez le 23 et le 30 mars la possibilité de continuer, telles que les choses ont été faites jusqu'à présent, ou la possibilité de changer. Et moi je vous dis, c'est possible de changer. Merci. Merci, c'est bien, reste avec les questions. Merci. S'il y a des questions, c'est très volontiers. Non? J'ai répondu à tout. Là, oui, madame. Merci. Oui, oui, oui. Oui, excusez-moi, plus, vous savez, j'ai un strabisme, alors plus c'est loin, plus je diverge. Moi, c'est un peu personnel. Ah. Vous nous garantissez que... Je vous entends. Attendez, alors on va faire un échange. Attends, viens, aide-moi. Prends celui-là. Ouais. Ça, vous allez pouvoir poser votre question tranquillement. Et en ce qui concerne les questions personnelles, d'une manière générale, j'essaie toujours d'apporter aux questions personnelles une réponse qui soit collective, qui concerne l'intérêt général. C'est ce que j'ai toujours fait quand j'étais DIRCAB. Et donc, je reste. Et votre question m'intéresse beaucoup parce qu'elle permettra d'exposer à tout le monde le fond de ma personnalité sur ce genre de questions. S'il vous plaît. Merci. Juste, est-ce que par rapport à Saint-Raphaël, oui, qui est quand même proche, oui, vous nous garantissez oui, que Ginesta ne fera jamais le mur qu'il voulait faire sur la plage de Fréjus? Ah oui, alors la première. Alors ça, c'est important pour nous. Je peux tellement vous le garantir que c'est certainement de là qu'est née cette détestation de M. Ginesta à l'endroit de ma personne. Mais je le vaux bien, je vous rassure. Gérald Sokoja, qui est là, qui était avec moi, je regarde s'il y a un des gars de nos services qui était dedans. Non, il n'était pas là. Il est pas là. Nous avons été présents à la grande commission nautique qui se tenait à la villa d'honneur, la mairie d'honneur de Saint-Raphaël, où était exposé au capitaine de vaisseau représentant le ministère de la Marine et où était exposé le premier projet de l'agrandissement du port de Saint-Raphaël. Et cet agrandissement prévoyait une digue de 120 mètres de long, quelque chose comme ça, je ne me trompe pas, c'était bien ça. 180. Et 180 mètres. Et alors, les photos aériennes s'arrêtaient vraiment à la limite, à la séparation des eaux de Fréjus-Saint-Raphaël. Moi, je les ai tous laissés parler, exposés, magnifique, un jardin, des commerces, des yachts, tout. Et grâce à l'éminence de nos services et du travail que Gérald accomplit avec nos services, je m'étais fait faire par la BDU une carte qui était une photo aérienne et avec le plotage de notre balisage. Et pour montrer à ce marin chevronné, capitaine de vaisseau, donc le plus haut gradé avant le rang de contre-amiral, et en lui exposant que pour faire entrer les unités de 60 mètres, c'est ce qu'il voulait accueillir dans le port, tout marin le sait, il faut un rayon d'action du double de la longueur du bâtiment. Et que cela obligeait les bateaux à prendre l'axe sur le débouché de l'école de voile, le petit canal où on a nos bambins sur les optimistes, et de venir à 50 mètres, moins de 50 mètres, et ce qui nous obligeait, nous,
à ronger notre bande des 300 mètres et réduire notre balisage à 50 mètres. Question de sécurité évidente, notamment l'été, avec les baigneurs et le ponant, qui est le vent dominant pendant l'été. Une avarie, ça peut toujours arriver, les questions de pollution, mais mieux, question de responsabilité. Et j'avais dit à ce marin, mais qui représentait l'État, qui va assumer la responsabilité au-delà des 50 mètres dans lesquels serait réduite notre zone de sécurité et jusqu'à 300 mètres, parce que la loi confie au maire la responsabilité de la bande des 300 mètres. Et j'ai dit, nous, il n'est pas question qu'on prenne cette responsabilité, au-delà des problèmes de pollution majeurs, parce que avec une digue aussi longue, lorsqu'on a des pluies qui déversent au niveau du Pédégal, ça partait sur le Pédégal et ça revenait sur la plage. Alors là, c'était fini. Il est sorti de ses gonds, il a dit, mais ça, c'est pas un plan pour un marin, c'est un plan pour un jardinier, etc. Je me rappelle M. Courtine qui était en face de moi, il descendait dans son fauteuil. Pour moi, ma carrière politique, elle était finie, il fallait m'abattre parce que j'avais coulé le projet. J'en étais fier. Ça, il n'y aura pas beaucoup de gens. Il y aura juste Gérald et Jean-François qui étaient avec nous qui le savent, et ceux qui étaient autour de la table, parce que franchement, on avait quelque chose qui nous sacrifiait, qui nous tuait, Fréjus-Plage. Voilà. Donc, la garantie qu'il ne le fera pas, ils n'iront pas plus loin que les travaux qu'ils entreprennent aujourd'hui. La garantie qu'ils ne feront pas d'autres coups comme celui-là, certainement. Je le dis, d'ailleurs, le papier, le thème du papier pour vous inviter ce soir, c'était vous brandir la menace des décisions prises à Saint-Raphaël. Et vous savez, quand je l'ai fait en 2007, en 2007, j'ai quitté les fonctions de directeur de cabinet de la ville de Fréjus. J'étais très bien installé, personne ne contestait dans mon rang. La seule chose, c'est que je voyais quelque chose se faire, un cheminement progressif qui, moi, m'insupportait. Quand vous êtes sur la route, amusez-vous à faire ce que je vous dis, vérifiez tout ce que je vous dis. Quand vous êtes sur la route, à n'importe quelle intersection, regardez les panneaux de signalisation. Partout, vous verrez Saint-Raphaël. Partout. Allez à Fréjus et comptez le nombre de panneaux Fréjus. Je suis prêt à vous donner une belle somme chaque fois que vous en trouvez un, je ne me ruinerai pas. Et cette inégalité s'est retrouvée à d'autres niveaux. Quand on a créé l'agglomération, les deux premiers dossiers, c'était la salle des sports intercommunale et le théâtre intercommunal. Salle des sports, accueille le hand et rien d'autre. Et on peut même pas de personnel de la ville de Fréjus et on peut rien décider ou rien demander pour la salle des sports. Je me rappelle cet épisode épique avec un professeur du collège de l'Estérel qui s'appelait Mabou, je crois, et qui avait monté la chorale des enfants, des collégiens, donc avec les collèges de Fréjus-Saint-Raphaël, et on avait réuni et il y avait 2000 choristes. Et le but était de les faire dans le palais des congrès. Au dernier moment, M. Ginesta avait refusé parce qu'il n'était pas question de faire dans ce palais, pas des congrès, excusez-moi, palais des sports, autre chose que le hand. Et d'ailleurs, il ne voulait plus prêter les chaises, et c'est la raison pour laquelle je m'étais adressé à Jean-Marie Delgallo, qui était maire de Puget, avec lequel je m'entendais très bien, et j'avais dit, Jean-Marie, j'ai un problème, j'ai plus de chaises. Et Jean-Marie m'a dit, combien il t'en faut? Je t'en prête 2000. Et quand les chaises sont arrivées, le spectacle a pu se faire. Solliciter ce professeur, il vous le dira. Monsieur Hébeau, qui était le principal avant et qui après passé l'a connu et a vécu cet épisode. Donc à partir de là, si vous voulez, palais des sports très protégé dans lequel on ne peut rien faire et même pas mettre un personnel à la ville de Fréjus. En revanche, quand on a fait le théâtre, là, il y a une codirection avec Saint-Raphaël. Là, quand on fait un programme, Saint-Raphaël dit oui ou non pour ne pas faire concurrence à son palais des congrès. Et alors là, petit à petit, s'installait une mainmise. On se faisait bouffer, vous voyez, on se faisait boulotter. Et c'est une faiblesse que l'équipe municipale que j'ai servie, l'équipe d'adjoints avait, que je n'aurais pas. J'ai un très sale caractère là-dessus. Je ne suis pas le seul à le dire, le maire le dit souvent, et il a bien raison. Et M. Ginesta l'a dit du haut de sa tribune, et il a bien raison. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration où tous les mauvais coups sont partis de Saint-Raphaël, il y en a d'autres qui sont en préparation, où on a le maire de Saint-Raphaël qui a poussé cette atrocité de mettre un adjoint du maire qui, cet adjoint, je veux dire, lui plante une démission à quelques mois de différents problèmes qui étaient bien programmés pour s'en débarrasser et essayer de mettre quelqu'un à sa botte à la tête de la ville pour pouvoir prendre toutes les décisions qui s'imposent à Fréjus. Et alors là, il n'en est pas question,
Et quand je vous dis que je serai là au premier tour et au deuxième tour, c'est pourquoi. Sinon, on perd tout et c'est fini. Vous avez lu récemment la prose de M. Léotard dans le journal qui vous parlait de la fusion des deux villes. Ce n'est pas la fusion des deux villes qui est en préparation, c'est l'absorption de Fréjus par Saint-Raphaël. Et alors que nous avons 20 000 habitants de plus, nous avons déjà eu la bonté, la grâce d'offrir à Saint-Raphaël le même nombre de sièges quand nous avons créé l'agglomération. Et aujourd'hui, avec l'entrée de nos amis et riverains, Pugetois et Roquebrunois, j'en suis heureux. Et les Adrets aussi, parce que nous devons le faire. C'est nous qui avons abandonné des sièges, jamais Saint-Raphaël. Cette faiblesse-là, je ne l'ai pas. Nous allons prendre la ville de Fréjus, et nous allons prendre l'agglomération derrière, et nous garderons l'agglomération. Le drapeau fréjusien flottera sur l'agglomération du début jusqu'à la fin du mandat. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes, aussi bien dans ce personnel politique de la ville que des fonctionnaires, qui tirent beaucoup profit de cette situation. Parce que dans tous mes tweets, et je vous invite, pour ceux qui surfent sur le net, d'aller rechercher tout ce que je publie depuis 2 ans. Le Parti Socialiste, le gouvernement, vient de voter une loi contre le cumul des mandats, et je l'en félicite. Je suis à fond pour cette loi. Mais j'ai toujours dit que cette loi devait s'étendre aussi aux fonctionnaires et aux hauts fonctionnaires territoriaux. Parce qu'on se retrouve avec cette particularité, c'est qu'aujourd'hui, les élus vont plus pouvoir cumuler, et c'est très bien. Mais vous prenez une ville comme Fréjus, notre agglomération, avec des tas de syndicats intercommunaux, le SMIDEV, le SEV, le syndicat intercommunal de la forêt, avec les Adrets, de transport des ordures ménagères entre les Adrets, Fréjus, etc., la basse vallée de l'Argent, etc., etc. Et vous retrouvez les mêmes fonctionnaires partout. Ils cumulent. Ils cumulent les fonctions, les indemnités. Mais c'est pas normal. Quand vous mettez bout à bout les journées de travail qu'ils font dans chaque syndicat, ils ne font pas leur quota horaire mensuel. Et si on demande à un fonctionnaire de rester dans sa collectivité, de ne pas cumuler dans une autre collectivité, ça nous permettra d'offrir ce poste à des jeunes fréjusiens qui ont fait des diplômes, qui ont eu leur concours et qui se retrouvent sur le carreau. Regardez bien, ceux qui ne m'aiment pas en mairie de Fréjus, c'est pas la base. C'est pas les humbles que j'ai reçus très tôt le matin ou tard le soir, ou la dame, Madame Marie-Claire, qui venait faire mon bureau le soir, ou le gardien qui venait accrocher les volets, parce que nous parlions. Ce sont ceux qui sont assis sur des bons fauteuils qui ne veulent pas les perdre. Et comme ils savent que je tiens toutes mes promesses, et comme ils savent que je ne suis pas homme à répéter mes menaces, mais à les mettre à exécution, alors ils font tout pour m'empêcher d'y arriver. Une autre question? Je suis chaud là, vous pouvez y aller. Bonsoir. Sur les impôts locaux, oui, il y a possibilité de déduire une part lorsqu'on a des enfants ou des personnes handicapées à charge. Ça se fait, cette mesure est appliquée sur Saint-Raphaël. J'ai posé la question au maire actuel, ça a été un refus catégorique. Alors je voudrais savoir si lorsque vous serez maire, et nous l'espérons tous, lorsque vous serez maire, vous accepterez de revoir cette position. Alors, mon tout premier combat politique, c'est fait sur la question du handicap. J'ai eu la chance de côtoyer, alors que j'étais jeune, un handicapé physique qui était un handicapé fauteuil. J'avais une 12aine d'années, c'est ma mère qui avait une action très sociale et qui le parrainait. C'est quelqu'un qui d'ailleurs m'a beaucoup inculqué et m'a donné cette force que j'ai, ou au moins cette saleté de caractère de jamais plaindre, jamais pleurer, parce que né à l'assistance publique, il avait été victime d'un accident à l'armée à 20 ans. Et quand je l'ai connu, il était allongé sur le ventre depuis 2 ans à l'hôpital des Invalides. Et ce qui me fait d'ailleurs connaître très bien les Invalides dans la surface et même dans le sous-sol. Et j'ai vécu pendant des années aux côtés de ce camarade qui habitait Villeauban, qui s'appelait Christian Autran. Vous connaîtrez peut-être des gens dans votre entourage qui l'ont connu.
Et donc nous, alors quand vous êtes jeune, vous êtes auprès d'une personne handicapée, vous ne vivez pas son handicap de la même manière, vous êtes libéré dans la parole, dans la façon de le regarder, c'est ce qui fait que le courant passe. Et c'est ce qui fait qu'il m'avait demandé de l'accompagner, faire le tour de toutes les mairies. Et nous allions voir les politiques, il y avait Falco, il y avait Léotard, il y en avait d'autres, on allait voir Mouillot à Cannes, on voyait leurs collaborateurs, Philippe Vichès qui était le DIRCAP de Falco, etc. pour essayer de convaincre tous les politiques d'équiper les trottoirs avec des bateaux. Parce que dans le milieu des années 80 et jusqu'au début des années 90, ça n'existait pas. Les trottoirs étaient infranchissables. Et encore aujourd'hui, quand vous avez certains bateaux à certains endroits, ne sont pas franchissables par des roulettes. Je le donne souvent en exemple, mais il est juste à côté de chez moi, à Fréjus-Plage, dans le rond-point Roland-Garros, au niveau des Héliades. La montée, elle est tellement margée que le fauteuil qui est dans le coin, il ne passe pas. Il est obligé de passer sur la rue. Et donc nous faisions le tour de ces mairies pour les inciter à s'adapter. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque nous avons commencé à travailler ensemble avec Monique Blétérer, qui est ici, qui est élue aux personnes handicapées, et qui sera adjointe aux personnes handicapées, et j'ai déjà prévenu les autres dans leur délégation sur le fait qu'elle allait imposer cette vision de la ville du point de vue du handicap. J'ai déjà eu l'occasion de le dire d'ailleurs dans une réunion que nous avons assumé tous les deux la semaine dernière, et la vidéo doit être en ligne à partir de ce soir ou demain, je verrai, sur le fait qu'il y a eu des choix. Il y a des gens qui dans la vie n'aiment pas les handicapés. Il y a des gens qui dans la vie ont peur de voir ça, une sorte de superstition personnelle ou je sais pas. Stéphane Guyon qui donne toujours des leçons, lorsqu'il a fait son spectacle à Bastia et qu'on lui a mis un handi fauteuil sur la scène parce qu'on ne pouvait pas le rentrer dans le théâtre comme la plupart des théâtres, il avait demandé à ce qu'on le sorte parce que ça le gênait et soi-disant ça gênait son public. Or ce que je vous dis, c'est d'une cruauté absolue et pourtant c'est réel. C'est que si avec Monique on s'est battu pour faire la mise à l'eau à Fréjus-Plage, pour qu'avec les tirs à l'eau on puisse leur permettre de prendre le bain, c'est parce qu'il y a des gens qui ne voulaient pas que l'on fasse ces équipements. Parce que d'avoir au bord de mer des andis, ça ne fait pas bien dans le paysage. On en était arrivé à ce point par choix. Ce même choix, venu de ces mêmes équipes de l'Office du tourisme et de celui qui a patronné ce service pendant 12 ans, où on voulait faire disparaître les campings, parce que c'est que des mangeurs de pain bagna, c'est des suceurs de glace à l'eau. Voilà. J'ai pas la même vision de notre vie que les gens qui vivent dans les campings. Je suis bien content qu'ils soient là. Je suis bien content qu'on ait des campings qui leur offrent modestement la possibilité de prendre des vacances, qui permet à des gens, des enfants, de sortir de leur banlieue, de la tristesse habituelle et de s'offrir un peu de bonheur, les pieds dans l'eau de la Méditerranée. Donc, sur la question du handicap, que ce soit la déduction fiscale, que ce soit la façon d'aborder tous les dossiers, les travaux, les feux rouges, il n'y en a pas beaucoup, ou des feux pour pouvoir franchir des passages piétons avec des signaux sonores, les équipements des bâtiments communaux, des écoles, la poste, comme on avait bataillé pour la poste, fait que nous allons répondre à toutes ces questions pendant tout notre mandat, parce que je le dois à un ami qui n'est plus là. Et Monique le sait, et si elle a accepté d'être avec nous sur la liste et d'apporter en plus de son cœur, d'apporter toute sa rigueur, alsacienne d'ailleurs, et que j'adore et que je salue, parce que c'est comme ça, on en a besoin. Je suis sûr qu'on ne pourra pas tout faire, parce qu'en 6 ans, on ne peut pas tout faire, mais on aura bien avancé le chemin. Et je crois que tout ce que Monique sait qu'elle aurait pu faire pendant ce mandat et qu'elle n'a pas eu l'occasion de faire, elle sait que là, elle va pouvoir dérouler encore. J'ai appris quelque chose ce soir. Ah. Je ne savais pas que cette disposition existait. Eh bien oui. J'aurais bataillé. Mais Lucien va nous en apprendre beaucoup, parce que chaque fois que je le vois, il m'apprend beaucoup de choses. C'est bien parce que cette question a remis un peu d'humanité dans mon propos, parce que j'étais parti, là j'étais prêt à en découper quelques-uns. Oui, une question par là. Merci. Monsieur, bonsoir. On a tous, je pense, entendu parler de la dette de la ville de Fréjus. Oui. J'aimerais savoir si, bon, on a entendu aussi parler de la mise sous tutelle. On ne veut pas savoir si c'est fait ou pas, mais... Ça ne sera jamais fait. Je voudrais savoir vos solutions pour enrayer cette dette. Alors, les solutions. J'avais fait une belle réunion au mois de mai. Et je vais reprendre un peu brièvement le propos, mais je ne vais pas rentrer dans le détail parce que vous savez, avec moi, c'est comme la 4G. C'est jamais fini. La dette, dans le plan comptable des finances publiques locales, fait qu'elle ne peut reporter que sur
des investissements. Rien d'autre. Donc on va balayer de nos esprits tout ce qu'on peut entendre, que d'autres villes payent pour nous, les fonctionnaires, etc. Les problèmes qu'il y a liés au fonctionnement, notamment des heures sup, n'est pas lié à la dette, mais lié simplement au fait qu'on a une masse salariale énorme, 1100 employés, et que le gouvernement, première chose qu'il a faite en arrivant, a fiscalisé les heures sup, donc ça a obligé la commune à arrêter avec les heures sup. Les problèmes naissent du fait que les heures sup ne sont pas arrêtées pour tout le monde, et que donc quand certains en profitent et d'autres non, eh ben ça dérape, ça fait sortir certaines choses. Donc pour revenir sur la dette que nous avons, 127 millions, puisqu'on a retiré 10 millions au budget précédent, il y en aura encore 10 millions au suivant, ce sont des emprunts. Ce sont des emprunts qui reposent sur des actifs. Exemple simple, lorsque l'on construit une école, et nous devrons construire l'école des Chênes, ça va coûter entre 3,5 millions et 4 millions. Notamment, nous devrons faire une cantine pour l'école des Chênes. Deux possibilités. Soit on augmente les impôts, soit on emprunte. Les choix qui ont été faits, et je les partage, ont été d'emprunter. Pourquoi ? Puisque lorsque on construit une école, elle va être occupée, utilisée pendant 30 ans, 40 ans peut-être. Après, juste avec du rafistolage, mais elle va quand même servir pendant 20 ou 30 ans. Donc il n'y a rien de choquant à emprunter 20 ans pour la rembourser. Et au moins, les nouveaux arrivants, puisque vous savez que nous avons 5000 personnes tous les 15 ans, 5000 personnes supplémentaires tous les 15 ans à Fréjus, eh bien ceux qui arrivent aujourd'hui, nous aident à payer les écoles dans lesquelles ils vont pouvoir mettre leurs enfants. Donc, dès lors, cette dette, cet emprunt, c'est comme quand on achète un terrain pour y construire sa maison. On va emprunter. La première nuit où on a signé, on va se réveiller dans la nuit en se disant « mais je peux pas, si je dois rembourser demain, je suis ruiné ». Mais si on regarde le plan de financement et au bout de 20 ans, on se dit « j'aurai un patrimoine que je vais pouvoir transmettre ». Et on se dit « oui, pendant ces 20 ans, on va moins faire la fête, on va moins partir en voyage, on va bouffer des patates ou des pâtes, on va être économe. Mais on aura un outil ». C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait pour dimensionner la ville de Fréjus à l'afflux de population qui nous arrive tous les jours et qui va continuer à nous arriver, parce que vous voyez dans les derniers recensements qu'il y a un flux migratoire qui fait que les gens viennent de plus en plus du nord de la France, des régions de la France et de l'Europe, vivent chez nous. Or, lorsque nous avons décidé de refaire l'entrée de ville, souvenez-vous comment c'était avant, à l'intendance, un feu rouge qui tombait tous les week-ends, où il fallait attendre des heures. Vous imaginez un peu, aujourd'hui, les étés que l'on vit si on n'avait pas ce dégagement. Pareil pour la suppression du passage à niveau. Pour toutes les écoles, tout le dispositif scolaire, maternelle et école primaire, on est à plus de 20 écoles. Tout ça, au top. Les avenues, en mettant des bitumes anti-bruit. Boulevard de la Mer, c'était une catastrophe. On a mis un bitume qui coûte un peu plus cher, mais qui absorbe le bruit, qui absorbe aussi les gaz, qui les retient prisonniers. Donc tout ça a un coût. Et dans ma réunion, j'avais fait la liste, je ne vais pas vous la refaire ce soir, mais j'avais fait la liste de tous ces investissements et qui nous amène à ce fameux chiffre que tout le monde aborde en disant 2 900 € par habitant. Le double de la moyenne nationale. C'est vrai que c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais je le relativise. 2 900 € par habitant, c'est 150 € par habitant par an sur 20 ans. 13 € par mois. C'est-à-dire que quand on fait la liste de tout ce qu'on a fait comme équipement pour cette ville, pour cette somme, je suis pas complètement inquiet, pas complètement déçu. Je me dis juste que moi, nous, en arrivant, de toute façon, on va trouver une ville complètement équipée, à part une école, à part 2-3 trucs à faire dans l'urgence, le reste est là. Donc nous allons pouvoir la faire vivre. Et nous allons pouvoir désendetter au fur et à mesure des budgets, puisqu'on a un budget d'investissement cette année, regardez, qui est à 22 millions d'euros, malgré les 10 millions d'euros de désendettement. Donc ça laisse de quoi donner de l'argent dans le marché privé, faire tourner les entreprises qui emploient beaucoup de monde, garder l'emploi, qui va nous permettre dans nos choix d'investissement, hormis l'école, mais c'est un investissement à long terme, puisque l'éducation de nos gamins, c'est notre avenir que nous jouons. Nous mettrons les investissements dans les secteurs où nous préservons l'économie. Priorité à la Palu, je l'ai dit, parce qu'il y a 1500 emplois à préserver, et que si nous travaillons bien et que nous renforçons ce secteur, nous pourrons y créer d'autres emplois, donc d'autres richesses, donc une rentabilité sur nos emprunts. Donc cette dette, elle existe, elle est importante, mais elle ne me fait pas peur. Elle va nous obliger à réduire la voilure pendant un moment,
mais ça va nous permettre de nous concentrer, non plus sur des gros investissements, mais sur la vie dans cette ville. Nous pencher sur l'animation du port, l'animation de Fréjus-Plage, l'animation du centre-ville, l'animation de notre patrimoine culturel pour remettre les gens dans la rue. Et je le dis dans mon programme, remettre de la gaieté et de la joie dans les cœurs. Parce que c'est ce qui manque le plus à notre pays à l'heure actuelle, c'est un peu de joie. Les gens, la crise, tout va mal, on a besoin de regonfler les cœurs. Et donc à partir de là, cette question de la dette existe, mais elle est surmontable. Et pourquoi elle est surmontable? Et pourquoi jamais la ville sera sous tutelle? Celui qui a dit ça et qui a écrit ça est inspecteur des finances. Je pense qu'il l'a dit plus pour faire peur aux gens que le pensant vraiment sur son propos, parce que le potentiel fiscal de la ville est intact. C'est que chaque fois la ville a emprunté pour réaliser un équipement, elle a refusé de monter les impôts. Et quand vous prenez le classement des taux d'imposition des villes du département, vous vous rendez compte qu'on est dans les 50. C'est-à-dire que ça coûte plus cher d'habiter à Draguignan, ça coûte plus cher d'habiter à Brignoles, à Saint-Maximin, à La Seyne-sur-Mer, qui sont des villes pourtant plus petites que la nôtre. Fréjus est une des villes, des grandes villes les moins chères du département. Saint-Raphaël est moins cher, c'est vrai, mais lorsqu'on fera le calcul et que des esprits malins mettront à côté de l'endettement de la ville de Saint-Raphaël l'endettement du port, ils se rendront compte que la dette globale de la ville de Saint-Raphaël est équivalente à celle de Fréjus. Gardez ça à l'esprit. Juste un petit coin. Quand je dis un truc, généralement, c'est que ça ressort à un moment ou à un autre. Donc, si vous voulez, mise sous tutelle de la ville, non. Parce qu'au pire, nous pourrions recevoir l'injonction de la part de l'État d'augmenter nos impôts à chaque élection, pas à chaque élection, pardon, à chaque année, au moment du vote du budget, pour accroître les ressources fiscales et pour désendetter. Cependant, je vais tout faire pour ne pas toucher aux impôts. Pourquoi? Parce que comme l'équipement est satisfaisant, et comme nous allons mettre le paquet dans l'animation, les gens vont revenir et s'amuser et bien vivre, Fréjus. Donc le commerce, la vie va s'organiser, ces générateurs de recettes fiscales. Et comme je vous le disais, on attire des habitants nouveaux. Et chaque fois qu'il y a des habitants nouveaux, nous élargissons l'assiette. Donc nous diminuons, par effet mécanique, mathématique, ce coefficient de la dette. Donc, c'est préoccupant. Ça va nous obliger à faire des choix draconiens dans nos investissements, mais à la limite, tant mieux. Parce que quand l'argent arrive, et j'ai vécu cette époque au cabinet du maire, où on attrapait des subventions au conseil général, on a scoré, on a vraiment scoré. Quand on a fait, la première cantonale que j'ai faite pour Élie Brun, c'était 98, on a refait une en 2004. Quand on a fait le bilan, on s'est dit, on ne va pas publier là-dessus, parce que sinon les collègues au conseil général vont dire, ils en ont tellement eux qu'il ne faut plus leur en donner. Mais vraiment, on était comme des enfants pourris, gâtés. C'est que chaque fois qu'il passait un fromage, on envoyait la main pour dire, on n'en a pas eu. Bah, si vous en avez eu, non, c'est pas vrai. Et chaque fois, on prenait des subventions. Donc on a bien travaillé. Mais quand il y a eu ces années de profusion, et la France en a connu, on a gaspillé. On a gaspillé terriblement. Et aujourd'hui que ça manque, c'est là où nous revenons sérieux, exemplaires comme je le disais dans nos choix, et revenir sur des décisions budgétaires, des investissements qui soient forcément des investissements productifs. Et ça sera notre challenge, et c'est là où vous retrouvez mon positionnement libéral. Une autre question. Oui, j'en prie, hein, tout ce que vous voulez. Concernant les problèmes du SMIDEV, oui, entre les communes, Fréjus, oui, Bagnols-en-Forêt, Puget, quelles sont vos solutions aussi? Alors, je l'ai dit, je l'ai écrit dans mon programme, je le répète, j'ai même dit au cours de la réunion de Saint-Égulphe, vous me reprenez si mes amis de Saint-Égulphe qui sont là me reprendront si je me trompe, mais j'ai même lancé une invitation à l'actuel président du SMIDEF en lui proposant de venir sur ma liste s'il le veut et s'il avait besoin d'être élu pour achever le travail qu'il a entrepris et les éclaircissements qu'il demande à la justice à l'heure actuelle. Donc j'estime que, là encore, comme je le disais tout à l'heure, cette tentative de Saint-Raphaël de tout amener à elle et pouvoir décider de tout, me fait, moi, prendre la position suivante. Je suis pour le maintien du SMIDEF, c'est-à-dire de ce syndicat intercommunal pour la gestion de nos déchets, et je suis pour l'élargissement du SMIDEF aux communes du Pays de Fayence et même à la Dracénie. J'estime que nous devons avoir un champ large sur cette question de gestion de nos déchets,
parce que sur tout l'arrondissement de Draguignan, l'arrondissement, le district administratif, cela fait une population de 225 000 habitants qui nous donne une dimension humaine qui nous permet de rentrer dans des idées, des usines de méthanisation qui vont produire de l'énergie ou de rentrer dans un cycle complet d'optimisation du déchet. Donc plutôt que de se recroqueviller sur juste Fréjus-Saint-Raphaël, de prendre la décision à Saint-Raphaël pour y mettre la décharge à Fréjus, parce que c'est ça dont il est question, je préfère que nous élargissions notre coopération et que nous cherchions une solution plus commune et qui nous oriente non plus vers l'enfouissement, mais vers la méthanisation ou tout ce qui nous permet de récupérer une nouvelle source d'énergie. Donc je l'ai dit, je l'ai écrit et je le répète. Tu viens avec le micro, Jacques? Ouais, c'est mieux comme ça, tout le monde l'entend, c'est mieux. Xavier, Oui. je crois qu'on se tutoie. Oui, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de changement de ce côté-là. Il y en a beaucoup qui connaissent Xavier, puisque D'accord. tous ceux qui ont fréquenté, les multiples générations qui ont fréquenté la playa te connaissent. Ok. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous et sur notre... Merci. Simplement te demander si, et je pense que ça sera oui, si tu es élu à Fréjus, comme maire de Fréjus, tu remettras les spectacles taurins. Spectacle taurin, tu as dit. Mais spectacle taurin, j'ai bien dit, spectacle taurin, sans obligation qu'il y ait des mises à mort. Mais le spectacle taurin, on peut faire des spectacles taurins extraordinaires sans mise à mort. Je préfère qu'il y ait des mises à mort, mais ça c'est personnel. Ça c'est personnel. Mais il y a des super soirées à faire et des belles choses. Alors je l'ai dit, merci Xavier de me poser cette question parce que ça permet de repositionner ma réponse là aussi. Hein. Comme toutes ces tranchées, on aime ou on n'aime pas, mais l'avantage c'est qu'après on peut faire son choix. Mise à mort, non. Jamais. Pas avec moi. Je reproche aux autres candidats de ne pas avoir la même franchise. Moi, je me rappelle d'ailleurs quand j'avais quitté le cabinet, tout de suite, les aficionados étaient venus à moi en disant il a quitté le cabinet de Brun, donc il va s'attaquer à Brun, il va pouvoir être notre fer de lance. Et je leur dis non. Moi, j'ai travaillé, j'ai mes différences, je suis là pour proposer pour l'avenir, mais vous ne me récupérerez pas, et encore moins sur ce thème, parce que je préfère, et on dit, mais on est nombreux, et je sais que l'électorat qui apprécie les corridas est fort nombreux, mais je prends sur moi le fait de dire que je ne serai pas le maire qui réinstaure les corridas avec mise à mort à Fréjus. Le spectacle taurin, la feria, tout ce qui va autour et qui peut garder un aspect sur l'aspect culturel, même chorégraphique, j'y suis tout à fait favorable. Et je pense qu'il y a, et je l'entends beaucoup, puisque je discute beaucoup avec les aficionados qui connaissent parfaitement ma position sur le sujet, il paraît qu'il y a de quoi faire, justement, dans une belle animation. Et donc là, j'y suis favorable. Mais je sais, de la part de ceux qui veulent faire ces spectacles, qui veulent réhabituer le public pour arriver, in fine, à la mise à mort. Mais je répète, de ce côté-là, je suis clair, moi c'est non. Et j'aurais aimé que les autres candidats soient aussi clairs que moi. Parce que quand on leur a posé la question, Élie Brun, aujourd'hui, vous le savez, il est opposé, c'est pas mal, et il nous a fallu du temps, et je suis fier, parce que j'ai géré pendant longtemps les corridas au sein du cabinet, et à donner des places à tout le monde, à les laisser aller voir, choisir les taureaux, etc. etc. Je suis allé en voir, hein, moi-même, pour comprendre, mais j'ai compris, mais je ne partage pas. Et donc Élie Brun est pour. Madame Di Meo, Parti Socialiste, et on sait qu'il y a beaucoup d'aficionados qui sont au Parti Socialiste, juste dans les milieux de la culture, cette culture bobo, comment on dit, cette gauche bobo, caviar, etc., ce qui font le fort des arènes de Nîmes et d'Arles. D'ailleurs, le président du conseil régional, n'est autre que le patron de Arles, et c'est lui qui se sert en premier à ce niveau-là. Madame Di Meo, comme M. Rachlin, qui lui aussi a beaucoup d'aficionados autour de lui, on dit on va faire un référendum pour demander ce qu'en pensent les gens. Moi, je trouve que quand on est maire, ou quand on aspire à être maire, on doit dire clairement oui ou non, je suis pour ou je suis contre. Si chaque fois qu'il y a une question un peu gênante, on pose la question aux autres, ça ne sert à rien d'avoir. C'est pas un chef qu'on a, c'est une girouette. Ah, ils sont pour, je suis pour. Si on compte, je suis contre. Pire de tous,
Merci. Le pire de tous, ça a été M. Mougin, l'ancien adjoint au tourisme, qui dit « Je vais demander qu'on me fasse une note juridique pour savoir si on a le droit. » Peu cher. Pendant des années, on a organisé les corridas sous l'égide de l'Office du tourisme. Parce que comme en mairie, on voulait pouvoir répondre aux anti-corridas, ce n'est pas la ville qui organise, ouais, c'était l'Office du tourisme. C'est l'Office du tourisme qui payait l'impretia et tous ses frais... Et tous ces frais, et tous ces trous budgétaires qu'il fallait combler chaque automne, parce que c'est bien beau de donner des leçons aux autres, il faudrait commencer par balayer devant sa porte, qu'il ait signé pendant des années les corridas et qu'aujourd'hui il se demande s'il avait le droit ou pas, c'est bien. Voilà, moi vous le savez. J'irai voir les mises à mort à Arles et à Nîmes et en Espagne, mais surtout, fais-nous des spectacles taurins et des férias parce que c'est quand même assez extraordinaire. Oui, mais il y a de quoi, il y a du beau et on va faire vivre les arènes et je pense que dans le... Voilà. Bon après je suis un vrai démocrate. Hein. Si un jour, mais je n'y crois pas, je ne pense pas que ce soit la tendance qui sera prise quand je vois comment ça se passe, même en Espagne, en Colombie ou ailleurs. Mais si un jour je venais à me retrouver seul contre tous, je serais capable de rester solide à mes convictions et à vous tenir tête. Comme je l'ai dit, d'ailleurs j'avais dit aux aficionados, j'avais dit pour les législatives, rencontrons-nous dans les arènes. Trouvez-moi 2-3 contradicteurs qui vont jouer les picadors, un bon contradicteur qui va jouer le torero. Moi, je vais jouer le taureau, on mettra le public nombreux, puis à la fin, ils agiteront des mouchoirs blancs pour savoir si on me sauve ou pas. Je veux bien la jouer comme ça. Argument contre argument, une belle battle dans les arènes. Je suis prêt. Ouais. Torero, pas toreador, parce que ça, c'est Bizet qui nous a un peu induit en erreur. Oui, ça amortira, on a plein de choses pour amortir les arènes. Ça a bougé, hein. Ceux qui habitent dans le quartier des arènes, soit vous prenez un abonnement à l'année, soit va falloir songer à mettre du double vitrage. Quelqu'un d'autre? On peut poursuivre tranquillement, discuter autour du verre de l'amitié. Moi, je reste là. Hein. C'est vrai? Ouais, super. Attends, il y a un monsieur. Ah, excuse-moi, il y a quelqu'un. J'avais pas vu, j'avais pas compris. Hein? Ah non, c'est bon? Non, il était d'accord pour l'apéro. Quand j'ai dit l'apéro, il dit chouette. Ça coûte moins cher qu'une enchère. Merci à toutes, merci à tous.